Bonsoir à tous et bienvenue dans La Bulle, votre rendez-vous un mercredi sur deux pour parler cinéma. Nous sommes très heureux de vous recevoir. On est là pendant 1 heure pour parler des studios Pixar. Pour m'accompagner dans cette émission, il y a Enora. Salut Enora. Salut. Sova, que vous avez lu en régie toute l'année, nous fait le plaisir d'être sur plateau pour parler de Pixar. Salut Sova. Salut. Et puis notre invité, qui était déjà venu pour une émission sur les jeux vidéo et le cinéma, il est de retour, c'est Marcel. Salut Marcel. Salut. On va faire du coup une belle émission sur la thématique Pixar. Alerte Rouge est sorti sur Disney+. Vous pouvez le voir du coup sur Disney+. Dans 2 mois sort Buzz l'éclair au cinéma. C'était le moment idéal pour aborder Pixar avec qui comporte 25 films depuis 1995, des films qui sont quasiment tous des masterclass. On va en parler pendant toute cette émission. Vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts aussi dans le chat. Wesh la team, nous dit Michou. Salut HP Nemeria, salut Lil Brook, salut à tous. Donc, on a travaillé sur cette émission, sur le studio de Pixar. Ça nous a permis aussi d'en apprendre un peu plus sur ce studio. Première question, comment travaillent les équipes autour de la création de ces films ? Super intéressant. On avait regardé une petite vidéo sur ça, mais en fait, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, c'est vraiment une petite fourmilière et que tout le monde est super important pour travailler le script, l'animation, les dessins. Et en fait, ça nous paraît dingue parce que quand nous, on regarde, on se rend pas compte de tout le travail fourni. Ouais, c'est ça. Il y a une super série que nous a vivement conseillé Cook. Big up à Cook que vous avez pu voir plusieurs fois dans des émissions. Ça s'appelle Dans les coulisses de Pixar. C'est une série de 15-16 épisodes de 10 minutes qui nous plonge dans la réalisation de ces films. Du coup, voilà, ça va des jeux de lumière aux personnages, à l'écriture même. C'est là-dessus que j'aimerais en venir avec vous. L'écriture de ces films, c'est assez drôle comment c'est fait autour d'histoire et de background des réalisateurs qui trouvent des idées et en font des films. De voir qu'en fait l'inspiration elle vient vraiment de tout et de n'importe quoi. Mais je pense que ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils adaptent les films en fait en fonction de leur vie personnelle en fait. Que les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie, qu'ils les adaptent en film et qu'en fait tout le monde a un peu ces mêmes problèmes. Donc c'est super chouette. Ouais, et ce que je trouve vraiment sympa et qui différencie vraiment Disney et Pixar, c'est que du coup en fait Disney se base souvent sur des contes, alors que Pixar veut sa propre identité, alors qu'il est tout le temps affilié avec Disney. Et du coup, ils se basent sur ils disent clairement qu'on veut pas faire des comédies musicales, on veut se baser sur des histoires en fait originales. C'est ce qui différencie Disney et je trouve ça vraiment cool. Là-dessus, par exemple, comme anecdote, il y a l'histoire derrière Monstres et compagnie. Le réalisateur part d'un constat qui est les enfants, quand ils font un cauchemar, c'est toujours le monstre dans le placard. Et de ce fait-là, on va poser cette histoire sur la table. Il y avait aussi dans ce reportage-là, par exemple, le film En Avant, qui parlait de l'histoire vraiment du réalisateur et du storyboarder. Enfin, vraiment, tout ça, c'est assez bien fait. Donc, vraiment, on a appris plein de choses là-dessus. Quoi d'autre sur tous les jeux de lumière, sur comment sont faits les personnages, les émotions de ces personnages. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi comment ils utilisent tout ce qui est mode, en fait. En prenant des vêtements vintage et du coup en les adaptant pour les costumes par exemple, je parle des indestructibles, comment tout ça s'est inspiré des vieux vêtements pour en faire la tenue de nos petits indestructibles. La série est sur quoi, nous demande Naz le BG, très beau pseudo. La série se trouve sur Disney+. Salut Asti Pasti aussi qui nous rejoint. Marcel, toi, qu'est-ce qui te fait aimer les Pixar ? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans les Pixar que dans d'autres dessins animés ou films d'animation? Déjà, les Pixar, c'est jamais des histoires de princesses, ça, on le laisse à Disney, c'est que ça a vraiment sa propre identité, ce que vous disiez. Et que du coup, il y a l'humour qui marche bien, en général. C'est un humour qui est pour toute la famille. Moi, je me marre devant Toy Story. Je me souviens que quand je suis allé voir Toy Story 4, je me suis marré de ouf à côté des gosses au cinéma. Et c'était fun, quoi. Et puis j'adore tout ce qui est univers graphique, donc comme les jeux vidéo. Je trouve qu'il y a un vrai truc
j'aime bien quand c'est fait avec l'ordinateur. Enfin, je trouve Ouais. ça, il y a, On peut beaucoup plus exploiter ouais, en fait. ouais, je pense qu'on peut aller un peu plus loin, les couleurs, on peut vraiment tout donner. Et C'est des films qui sont vraiment très beaux. On en parlera dans la troisième partie de l'émission, un peu de comme quoi Pixar toujours été en avance sur son Ouais, temps, précurseur. graphiquement, précurseur de ce cinéma d'animation. Il y a aussi dans Pixar, on l'a un peu abordé, mais j'aimerais qu'on développe ce point-là sur les morales, les thématiques de ces films qui sont vraiment différents des Disney, qui sont des contes. Là, c'est des films avec toujours une belle morale derrière. Toujours les scènes d'émotion sont très belles aussi par la réalisation, le détail des émotions dans les yeux des personnages. Même la musique, hein. Ouais. Même la musique, elle est dans tous les Pixar, je trouve qu'elle est incroyable. bah, c'est très jazz. Ouais. Ils adorent le jazz et vraiment ça m'a fait Et puis découvrir ça plein vient vraiment avec d'artistes. toutes Mais les le jazz, émotions aussi, hein. En général, même juste la musique du jazz, c'est vraiment, ça a été créé par des personnes qui faisaient vraiment ressentir des émotions, quoi. C'est super profond. Astinasti Pastic nous dit: j'ai 29 ans et j'ai pleuré à la fin du dernier Toy Story. Donc, Oh, comme quoi oui. ils sont vraiment réussis. Il est très triste. Ces films Et- sur ces Ouais, émotions-là c'est ça. que Et dégagent les comme personnages. il le dit, il a 29 ans, mais genre ça touche tout le monde et c'est vraiment cool. Mm. je trouve. Et c'est pour ça que c'est sympa, du coup, en fait, ces thématiques, c'est que c'est plus compliqué quand t'es plus jeune, parce que toi, tu regardes ça avec des yeux d'enfant, mais quelque part, le message, il passe, parce que c'est très exagéré, voilà, on comprend très facilement, de toute façon, c'est le travail, mais il joue beaucoup avec les sourcils. Et justement, et- c'est là où elle partait la puissance de la Voilà, 3D, c'est quoi. ça, c'est qu'en fait, même petit, voilà, tu comprends que il y a des choses qui sont graves, des choses qui sont pas graves, et donc le message il passe pour les enfants, mais surtout pour les parents aussi, voilà, tout le monde, ça parle à tout le monde en fait. Ouais, on en reparlera aussi de ces thématiques-là. Mm. J'aimerais qu'on passe d'abord, avant de passer justement sur l'analyse de ces films, on est allé vous interviewer dans la rue, dans un format micro-trottoir, pour savoir quels étaient vos films Pixar préférés. Tout de suite la vidéo. Donc on est avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour Clémentine. Donc bonjour Lilian. Bonjour Fridley. On va parler donc de Pixar. Quel est ton top 3 pour toi ever des films Pixar? Coco, Luca et en troisième je sais pas trop. Peut-être Le Monde de Nemo. Wall-E, Toy Story et Monstres et compagnie. Les Indestructibles, forcément. Saul et Wall-E, je crois que c'est un Pixar. C'est un bon top 3. Quel est le héros vraiment qui t'a marqué sur Pixar? Le Monde de Nemo. Je pense que j'ai mis en top 3 parce que Ouais. c'est un des premiers que j'ai vu au cinéma de Pixar. Et ouais, si, je trouve ça trop cool. On peut dire Wall-E, ouais, franchement, Ouais. j'ai bien kiffé. C'est Ce petit vraiment- robot qui vient rattraper les failles de l'humanité. Je pense Monstres et compagnie parce que ça m'a traumatisée quand j'étais petite. J'étais hyper peureuse et du coup je voulais vraiment pas le voir. Et finalement c'est le genre de film qui passait toujours soit dans ton école un mercredi après-midi ou genre tu pouvais pas y échapper. Et du coup je sais que ça me faisait très peur quand j'étais petite. Je pense que maintenant ça s'est un peu mué en fascination parce que du coup j'aime beaucoup les designs et tout et j'aime beaucoup finalement l'histoire qui est trop cool. Mais à l'époque ouais c'était un très mauvais souvenir d'enfance. Vraiment Les Indestructibles. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Avec l'histoire de la famille un peu lambda, mais qui en même temps est super. Enfin, ce sont des super-héros et tout ça. Donc vraiment, le fait qu'il y ait des sortes de petits super-pouvoirs, des choses comme ça, et il y a une grande morale à la fin qui même étant enfant, est très impressionnante, je trouve. Est-ce que t'as un Pixar que t'attends vraiment? T'attends une suite d'un film? Je sais pas, moi j'aime beaucoup les films quand même avec une quête, de l'aventure, donc ça serait bien un truc un peu comme ça. Je pense que c'est aussi la richesse de ces films de pas. Enfin, j'aime bien quand il n'y a pas trop de suites. Genre, c'est un peu une bulle. Et du coup, on a ce film-là et il n'y a pas 36 milliards de suites qui pompent à fond sur le concept. Mais après, si je vais vraiment choisir, pourquoi pas là-haut, voir ce qu'ils deviennent et voir le petit scout qui va à l'université et tout, et voir ce qu'il fait de sa vie. Je sais pas, pourquoi pas. Je dirais plutôt Saul, voir ce qui est devenu du coup le petit personnage qui arrive à entrer sur la Terre. Merci à tous d'avoir participé. Peut-être qu'il y en a qui sont dans le chat et qu'on a vu tout à l'heure dans la rue. Merci en tout cas pour vos interventions. Louise qui nous rejoint. Waouh, premier tweet, je viens de comprendre. Coucou les copains. Cook qui nous dit: rappelez-vous de l'immense claque assénée par Le Monde de Nemo quand c'est sorti. Mais justement, on va en parler de ces classiques intemporels de Pixar. Pour nous, quels sont les classiques déjà vraiment où on se dit cela
n'importe quel âge, dans 10 ans, on les montrera encore à nos enfants, à nos petits cousins. Il y a quoi? Il y a Toy Story. Bah, déjà, Toy Story, on peut mettre la quoi? base. On peut mettre aussi Cars. Cars, Nemo. Nemo, Monstres et compagnie, Ouais. Indestructible. Indestructible, et puis Ratatouille. Ouais, Ratatouille. Ratatouille, ouais. Et Ratatouille. On en a 1, 2, 3, 6 films. Ces 6 films-là sont vraiment pour nous des masterclass. Avec différentes influences. Hein. Vraiment, on a ce Toy Story qui est le premier. On peut commencer par celui-là. Toy Story qui sort en 1995, ça va? Ouais. Moi, c'est mon film d'enfance. J'ai vraiment adoré comment ils ont... Enfin, c'est un scénario quand même assez original. Puisqu'il a été nominé dans les Oscars pour le scénario le plus original. Que dire, enfin, c'est vraiment une masterclass. Moi j'ai mon petit neveu, j'attends juste qu'il ait quelques mois pour lui montrer pour qu'il comprenne bien le film. donc ouais, non. Un des plus marquants, alors les 4 sont sublimes, on parlera de ces suites là, donc Toy Story on va peut-être le garder juste pour après parce que vraiment c'est une alors, trilogie et quadrilogie, c'est pas comment on le dit. Il y a eu ensuite Monstres et compagnie, celui-là aussi. Alors tout à l'heure celle qu'on a interrogée nous parle d'un film dont elle avait peur quand c'est vrai que c'est pas un film forcément très... Au début hein, c'est quand même dur hein, parce que en fait on te montre vraiment qu'il y a des monstres dans ton placard, tu vois. Et que toi quand t'es enfant tu te dis ok, donc j'ai bien compris qu'il y avait un monstre dans mon placard et non mais c'est super chouette parce que en fait ça devient drôle parce que c'est le monstre qui en fait a peur de l'enfant, enfin il pense qu'ils sont toxiques et il y a toute une évolution. Ah non, il est trop chouette celui-là. Monstres et compagnie. Il a fait un énorme buzz quand il est sorti. Ils ont gagné le jackpot en sortant celui-là. Bah justement, Monstres et compagnie, pour la petite histoire, c'est le film qui a été le plus rentable en termes d'animation, le premier film qui a été le plus rentable. Parce que ils ont utilisé la 3D avec un peu les moyens du bord à l'époque et ça a été vraiment le film le plus rentable à l'époque. Les premiers effets de poils aussi, très dur à faire, qui étaient durs à l'époque. Ouais, c'est ça. Le monde de Nemo, Marcel, tu peux nous en parler. C'est un aussi qui est revenu dans la vidéo et puis dans le chat avec Cook. Quel immense film, Le Monde de Nemo. Ouais, bah moi j'ai le souvenir où en fait c'est ma Madeleine de Proust des Pixar. Dès que j'entends la musique Beyond the Sea, je pense tout de suite à Nemo parce qu'en fait je le regardais avec mon père qui avait craqué le film à l'époque. Du coup c'est vraiment le souvenir. En plus c'est une histoire de père-fils et je regardais ça avec mon père et c'est vraiment. Je pense qu'il y a vraiment c'est pour ça aussi que je le trouve aussi bien. Et puis en même temps c'est une histoire d'amour. Fort jusqu'à où ton père ira pour t'aider et pour voilà. Une vraie aventure aussi, c'est vraiment un film qui est ultra bien rythmé avec des passages entre l'aquarium et la quête un peu de ce garçon qui va vite devenir grand et puis de l'autre tout le périple de Dory et Marin avec les méduses, avec les requins, avec les tortues, c'est vraiment un film 1h30, tu te dis alors maintenant on pourrait faire des films de 2h30 en 1h30, le rythme du film et à quel point il est... Et puis il se passe plein de choses, il y a plein de pays aussi. Et puis je pense que c'est une plus grosse aventure que même Toy Story. Toy Story c'était waouh, c'était explosif, mais ok, ils avaient leur petite aventure en partant de la chambre dans le monde extérieur. Mais là c'est le néant quoi, c'est l'océan, même nous en tant qu'humains ça nous fait peur. Alors là quand tu vois le petit poisson au bord comme ça qui se dit ok bon faut que j'aille. La scène avec le poisson avec la lumière là, mais celle-ci c'est une des scènes qui m'a tellement marqué, mais pas de peur mais juste parce que tu vois un poisson qui est répugnant et toute l'action est complètement géniale quoi. Et puis c'est d'une richesse de couleurs aussi et de diversité, il y a plein de poissons, ils sont tous drôles, c'est très très beau. Dans le chat, on me dit Toy Story, Monstres et compagnie, Asti Nasty Pasty qui nous dit Wall-E, Mille et une pattes, et tous les shorts de Pixar globalement. On en parlera aussi de ces shorts-là qui sont maintenant tous disponibles sur Disney+. Là, c'est une chance que Disney+ réunisse tous ces films-là et puis tous les courts-métrages et shorts qu'il y a autour de ça. Ensuite, il y a Les Indestructibles. Premier dessin animé de super-héros pour certains, aussi un film marquant qu'on a vu dans le micro-trottoir. Celui-là, il a marqué, il m'a marqué, il a surtout marqué mon petit frère aussi, avec le Flèche quand on jouait avec mes cousins dans les parcs et tout, on voulait tous être Flèche, celui qui allait super vite et tout, et c'est un film pareil qui est génial avec Monsieur et Madame Tout le Monde. Une histoire avec une morale aussi, on peut toujours avec cet arc et cette morale du méchant qui en fait est rejeté par son idole et qui du coup va
vouloir devenir super-héros et se venger un peu. Mais ça, c'est surtout de jamais juger, enfin je sais pas là, enfin, c'est never judge a book by its cover. Ne jamais juger un book Je sais par pas sa comment couverture. dire. En français, c'est quoi Ne jamais juger un livre par sa couverture. C'est la même. Ouais, Ok, c'est la bon, même. c'était juste naze. Du coup, c'est vraiment super intéressant de voir le méchant, en fait, il est toujours construit. Enfin, on pense que voilà, qu'il est juste purement méchant et qu'il a juste envie de faire souffrir tout le monde ou de faire peur, enfin voilà. Mais là, on se rend compte que sa méchanceté à lui, elle s'est construite sur de la jalousie. non, même pas de la jalousie, mais sur une mauvaise expérience quand il était plus jeune. Et que du coup, à cause de cette frustration en étant plus jeune, qu'il soit devenu méchant à cause de ça. Et quand tu comprends mieux le passé des méchants, c'est plus intéressant en fait pour se dire, voilà, en fait, il était pas si méchant que ça. Ouais, et c'est un film qui, pareil, on continue de montrer aux plus jeunes que nous. Enfin, c'est un film qui est vraiment accessible pour le coup, avec une histoire complètement bien aussi. Pixar incroyable, rien que pour la signature visuelle et sonore, avec la lampe en introduction du film, nous dit Minimito qui nous rejoint. Lisa est de la partie, Jeanne Dumont 99 est là aussi. On va continuer de parler et là, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce monument à mon sens, parce que Cars, au-delà du film qui est très très bien, c'est aussi tout le marketing autour qui lui est peut-être le film le plus intemporel, parce qu'il y a encore des voitures sur les premiers films, il y a eu un espèce de marketing autour de ce film qui en a fait un classique instantané et qu'on remontre et qu'on a donné et redonné aux enfants de 4-5 ans quoi. Et tout le monde avait les chaussures Cars, tout le monde a continué de les avoir, les sacs à dos, et au-delà de ça, mais ça pose un peu aussi ce que est capable de faire Disney aussi tout autour de ses films. C'est un film aussi qui est assez génial, assez ouf aussi, avec le Martin qui est super attachant. Marcel, toi aussi, c'est un film qui t'a marqué Alors, c'est peut-être celui qui m'a moins marqué de la liste. Ok. mais je le trouve quand même très cool et je l'ai regardé 2-3 fois quand même. Mais alors, du coup, qui l'a marqué? Vous? Pas plus que ça? Ouais, moi le premier. C'est pas celui qui m'a le plus touché, mais très beau quand même. Et exactement, comme moi je vois mes petits cousins, ils adorent. Enfin, c'est Cars, c'est les voitures. Mais en fait, vraiment, là où je veux féliciter, c'est le travail de pouvoir, à travers une voiture, de pouvoir se retrouver, d'en faire un humain en fait. Et je trouve ça dingue parce que moi, le fameux Martin, là, il me fait vraiment penser à un Martin que je connais. Ouais. Et du coup, c'est dingue quoi, de pouvoir retrouver des personnes comme ça. Alors, c'est une voiture. Moi, la scène qui m'avait marquée dans Cars, c'est quand ils sont dans les champs et qu'au final, les vaches sont transformées en tracteurs et que du coup, ils humanisent tout. Enfin, ils motorisent tout au final. Tout, et c'est vraiment génial. C'est aussi une des premières histoires d'amour de Pixar, Cars avec la Porsche, voilà, où Cars est complètement dingue d'elle, et Cars qui est un sportif un peu égoïste va en fait trouver un ami, Martin, qui au début il va rejeter, puis au final voilà, il y a aussi cette construction entre amour et amitié. L'amitié était vraiment dégagée dans Toy Story, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, l'amour paternel entre un fils et son père aussi. Là on a Cars, le mec plein d'ego, macho, sportif, qui tombe amoureux de cette Porsche. Et voilà, c'est une histoire d'amour dans les films, mais entre deux voitures, et ça marche très bien aussi. La musique est dingue aussi de Cars, moi je me rappelle, et même l'intro, l'opening avec la course directement, t'es dans la course, c'est... clairement, hein, la musique Cars, quand t'es en voiture, tu rentres de Biarritz ou quoi, c'est pas mal. Hein. Puis même la morale que dégage Cars, tu fais que pour les enfants c'est super, si tu persévères, forcément tu vas réussir et tu vas atteindre ton but. Donc, et de pas être égoïste, de travailler en équipe. Le travail en équipe, ça c'est vraiment une très bonne morale dans ce film. Ou quand ils le font galérer à refaire le goudron parce qu'il veut s'enfuir, etc. La persévérance. Le dernier de ces classiques, moi, c'est ma Madeleine de Proust. Et c'est un classique pour beaucoup de gens parce que c'est peut-être un de ceux où on était à peu près grand, on était un peu plus grand qu'on l'a découvert, c'est Ratatouille. Ratatouille aussi, quel film, ça se passe à Paris. Là aussi, on humanise des rats. Mais c'est un film d'une justesse et puis juste génial, quoi. Et puis même le travail derrière pour avoir fait Ratatouille,
c'est que pendant des semaines et des semaines, ils ont étudié le comportement des rats Ouais. pour pouvoir reproduire au mieux. Et il date de 2007, il me semble, Ouais. et il a pas vieilli. Il a pas pris une Ah ride. ouais, hein. aucune, et l'animation est juste incroyable. Ouais. Et Parle-nous franchement, ça m'a mis une claque. de Ratatouille, Marcel. Ben, moi je l'ai vu pour la première fois il y a genre 2 ans. Ouais. Et j'ai pris une claque alors que c'est un film de 2007. Ouais. J'ai adoré. Et puis moi en tant qu'Allemand, de retrouver les clichés américains qu'ils ont des Français, c'était exactement les mêmes clichés que les Allemands sur les Français. C'était marrant. Et Nora, parle-nous toi de ton rapport avec ce film. Moi j'adore, et je me dis juste que si jamais les cinémas doivent évoluer, il faut rajouter des odeurs, parce que celui-là au cinéma, je pense que ça peut être exceptionnel. Alors les odeurs de rats au début, Non, mais dans la cuisine, un peu. En vrai, au moins tu penses, la 4D, l'odeur de rat mouillé comme ça qui arrive dans la cuisine. Mais non, je parle surtout de la cuisine, parce que ça donne juste trop envie en fait. Jeanne Dumont qui dit j'adore Ratatouille, Lil Brooks il dit le rouquin il me ressemble dans Ratatouille. Sova, comme toujours, hyper pertinente dans ses prises de parole. Sova, présidente du James. On sent qu'il y a un fan club à côté. Et on sait, mais faut pas le dire. C'est peut-être le fan club. Moi, Ratatouille, c'est pareil. C'est avec mon petit frère et des amis à moi jeunes. On regardait le film. Alors, on l'avançait même jusqu'à la partie cuisine, à force de le mater. La première partie où il est dans les égouts, où il stresse, où il est pas bien, on le passait, on est arrivé directement à la cuisine, chapitre 4, un truc comme ça, sur le DVD. Et puis tout de suite, on était là à regarder le film et on kiffait. Et puis à un moment donné, quand les grands ils dînaient à côté, nous on allait dans le frigo, on prenait un raisin, on prenait un fromage, on était là, on faisait... C'est exactement ça. Et vraiment ce truc-là tu vis le film et t'as envie de faire pareil et t'es poussé, et en fait... Là où Cars ça te donne envie de jouer aux voitures, là où d'autres films, Toy Story ça te donne envie d'avoir les jouets et tout, là Ratatouille t'as juste envie de bouffer en fait, t'as juste envie de découvrir la cuisine et t'es là à 8 ans en train de faire tes petites expériences et tout. C'est exactement ça. Toi t'avais fait ça avec des pâtes Nutella, non? Ouais mais ça c'est une autre histoire, ça c'était pas devant Ratatouille. Pas choqué. Donc voilà, mais en tout cas dites-nous vous dans le chat, alors Louise qui nous dit qui pour un resto, peut-être qu'on ira chez Gusto. Mais voilà, donc en tout cas ces films là sont vraiment pour nous des classiques intemporels. Et puis en fait ce qui est vraiment top aussi d'avoir fait passer par un rat, qui est vraiment l'animal le plus dégoûtant, dans une cuisine, le truc contradictoire, c'est vraiment de pouvoir croire en ses rêves aussi. Genre de vraiment le petit rat qui regardait lui la télé, qui disait crois en tes rêves et va jusqu'au bout, et voilà, et les préjugés aussi, parce que il y a l'amitié entre un humain et un rat. Gusto qui dit tout le monde peut cuisiner, qui est vraiment la quote du film. Bien, on va passer à la deuxième thématique dans nos analyses de Pixar, c'est les suites. Les films, beaucoup de Pixar, donc il y en a 25, mais parmi ces 25 films, il y a plusieurs suites. Le point commun entre ces suites et ce qui les distingue aussi et ce qui fait que Pixar est vraiment un studio vraiment qui nous plaît ou quoi, c'est la réussite à chaque fois de ces suites. Toy Story, les 4 films, on va les développer. Il y a eu Monstre Academy après Monstres et compagnie, Indestructible 2, plus récemment Le Monde de Dory, il y a aussi les Cars. Qu'est-ce qui fait que ces suites sont des réussites quasiment à chaque fois, Marcel? Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie. Déjà, quand Le Monde de Dory par exemple, je l'ai regardé par nostalgie pour Nemo, et au final c'était un très bon film et j'ai passé un bon moment. C'est pas la même chose parce que c'est pas la même thématique, mais c'était quand même, pour moi c'est la nostalgie qui me fait regarder vraiment les suites quoi. Sova et Nora? Vas-y. Non mais c'est vrai que je suis totalement d'accord. Vraiment en fait je pense qu'on s'attache au personnage, et du coup de regarder c'est encore plus touchant. Après, c'est un gros risque. Il y en a peu. Moi, par exemple, le Toy Story 3, j'étais un peu triste. J'étais en mode non, abandonne pas tes jouets. Parce il y a des scènes, mais toujours dans l'émotion. Mais il est magnifique. En fait, je pense que c'était aussi clôturé. Parce qu'en fait, vraiment, le Toy Story, c'est toi, t'as tes jouets quand t'es petit, tu joues avec, c'est un amour, quoi. Ça fait partie de toi. Et du coup, vraiment, la fin de se dire t'as grandi, et en fait c'est le choc je pense à travers ce film, c'est de te dire on est passé par là et nous aussi on a connu ce choc, un peu l'abandon de nos jouets, et de le voir en fait c'est le jouet lui-même qui le vit,
c'est un petit peu triste. Ah bah même tu culpabilises hein. Bah, ouais, de ouf. Je te jure que les brocantes après Toy Story 3, il y avait moins de jouets que moi. Franchement, je vous jure, le nombre de fois où je suis re-rentrée avec mes affaires de brocante parce que je voulais pas en fait. Tu sais, tu re-regardes en mode ouais, il est pas mal en fait, je vais peut-être le garder, on sait jamais. Tout ce que j'ai vécu avec toi. Ouais, non, je sais pas, mais après c'est très beau parce qu'il y a une suite en fait, voilà, aussi de montrer que faut pas. Voilà, qu'il y a une vie, de faire continuer aussi l'objet, le jouet, enfin, ou les vêtements, ça peut coller pour tout, mais. Donc oui, c'est beau, mais il y a ce truc triste un peu. Il y a ce truc triste dans le 2 où Jessie est notamment abandonnée et alors c'est écrit donation, tu vois. Mais il y a ce truc quand même très triste et que je trouve plus positif et un peu rectifié dans Toy Story 3 en mode donnez vos jouets, ça fera plaisir à notre petit garçon. Et en fait, ils ont un peu récupéré ce truc de surtout pas donner vos anciens jouets, gardez-les autour de vous. Ce truc qui a évolué aussi dans les mentalités, le recyclage, ne pas jeter, comme quoi tout jouet a une seconde vie et que voilà, à un moment il est temps et ça fera plaisir à un autre enfant. Et en fait c'est pour ça, au début t'as un peu ce truc où tu penses à toi et en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais voilà, tu passes un jouet à un cousin, une copine ou quoi qui est un peu plus jeune que toi et c'est beau en fait parce que tu te rends compte que ça y est, ça grandit et que toi t'es obligé de maintenant passer la main. Quelle est pour toi, Marcel, la meilleure suite? Le film qui a eu le droit à une suite aussi réussie? Moi je dirais les Toy Story sont tous réussis. Alors, là où par exemple le monde de Dory est moins bien que le monde de Nemo. Et où Monstre Academy est moins bien que Monstre Academy, je trouve. Tu trouves? Moi aussi, moi j'ai pas aimé Monstre Academy. Ah si, je trouve Monstre Academy est plus marrant, mais l'histoire est beaucoup moins touchante. C'est... L'intrigue, je m'en fous. C'est moins touchant, Après, je pense que la réussite des suites, c'est que Pixar se met tellement la barre haute pour pas décevoir justement les téléspectateurs que au final, c'est tout gagné, quoi. Moi, celui que j'ai adoré, on l'a vu il y a 3-4 jours, c'est Le Monde de Dory, que j'avais jamais vu. Et ça se passe 1 an après les événements du monde de Nemo. Et lui, donc là, c'est autour de Dory d'essayer de retrouver sa famille. Mais le film est génial. Il y a d'autres personnages qui entrent en scène. Il y a un poulpe. On est dans le grand aquarium en Australie aussi. Enfin, il y a vraiment un super film, une super aventure. Et franchement, et c'est pour ça que quand on a travaillé cette émission, je me suis dit, punaise, ils en loupent vraiment pas une. Parce que moi aussi, Monstre Academy, j'ai vraiment aimé. Alors oui, il est peut-être pas au niveau du classique et Monstres et compagnie, mais il est vraiment bien réussi. Et contrairement à peut-être d'autres films d'animation comme Moi Moche et Méchant, comme d'autres films où en fait le premier est tellement au-dessus des autres, comme Shrek même, où même le 1 et le 2 sont très bien, mais ensuite ça part un peu en sucette. Je trouve que globalement Pixar réussit ses suites. Ouais. Je trouve qu'il y a une autre approche en fait. Les Toy Story, ils les ont fait un peu à la suite. Ils ont jamais fait une énorme pause comme en fait Monstre Academy et Monstres et compagnie. Et même les Indestructibles. Combien de temps on a en fait ils ont créé une hype énorme avec ces pauses en fait parce que Indestructible, je me souviens que tous mes potes l'attendaient de ouf et sont allés le voir au cinéma direct parce qu'il y a eu 12 ans. Lui, pour le coup, je trouve qu'il est encore meilleur que le premier. Genre, vraiment, c'est la réussite du 2, mais elle est juste exceptionnelle. Et je le trouve vraiment trop drôle parce que il y a, juste Violette. Elle passe toute la phase ado, mais qui est genre, tu sais, quand t'es un peu gêné, t'as tes parents qui sont là, t'as pas envie de les voir, t'as ton crush, mais c'est trop drôle. Et Jack qui a enfin ses pouvoirs, qui est pareil, complètement taré, c'est excellent. Ils étaient obligés de mettre la barre très haute au vu de l'attente, parce qu'en plus, l'Indestructible infini sur un opening sur un deuxième, et on se dit... On attend. Et vu qu'on sait que Pixar sort un film par an, on l'attend vraiment. On se dit, allez, ils ont déjà fait des suites, pourquoi pas les Indestructibles. Là, il sort, et puis le film est ultra bien réussi, comme tu dis. Mais comme il y a eu une très très grosse attente pour ce film, ils auraient pu complètement se foirer. Et franchement... Mais c'est comme Toy Story 4, je pensais pas autant l'apprécier. J'avais vraiment pas parce que je trouve que Toy Story 3, ils avaient quand même mis la barre assez haute. Et puis ça finissait un peu, genre la trilogie elle se finit sur Toy Story 3 à la limite.
Ouais. Et petite anecdote de Toy Story 4, du coup la bergère a changé de style Ouais. parce qu'en fait ils avaient perdu, enfin ils ont eu un gros bug informatique et ils ont perdu du coup en fait la bergère qu'ils avaient modélisée de A à Z. Énorme. Et du coup ils ont refait la bergère avec le nouveau style parce que du coup fallait retaper. Ça c'est pas une exclue la bulle ça. C'est génial. C'est énorme. Et c'est vrai que Mais le tant 4 est... Tant mieux parce Mais que du coup en fait c'est évolue. trop bien parce que du coup la bergère en fait dans le 2, enfin on pensait la voir dans le 2 et au final elle a disparu comme ça. Ouais. Et c'est trop, enfin Bah, je trouve ça super cool d'avoir repris du coup cette histoire pour en avoir fait la 4e partie quoi. C'est ça, et puis c'est un personnage féminin qui vient un peu plus en premier plan. Ouais. Et qui voilà, et qui devient un peu plus courageuse et Mm. qui est pas juste derrière derrière les deux garçons là comme ça. On va continuer sur la suite de l'émission avec une troisième point qu'on a vraiment retenu aussi dans nos analyses des films Pixar. C'est des films qui sont pour les petits mais également pour les grands, avec de plus en plus de thématiques qui touchent les adultes. Ce qui fait que nous, en tant que jeunes adultes, mais même nos parents, ont moins de mal à accompagner leurs enfants au cinéma, voir le dernier Toy Story ou quoi, parce que c'est des films qui eux aussi les marquent. Ces films à forte thématique. On a Soul, qui est le premier film sur les Afro-Américains, dédié aux Afro-Américains. Voilà, c'était le premier film de Pixar là-dessus. On a Coco ensuite qui se passe au Mexique sur toute voilà la mort, toute cette question un peu la vie après la mort, etc. Avec les croyances et ce qu'il y a comme croyances en Amérique latine notamment. On a Vice Versa qui est un film très philosophique aussi, avec les émotions qui rentrent en scène, etc. Là-haut aussi, sur l'abandon, sur la perte de son être le plus cher, le deuil. Et puis Wall-E aussi qu'on a vu un peu plus tôt dans le chat sur voilà les conséquences environnementales, etc. qui sont très poussées. Ces films-là, là aussi il y a une patte Pixar. Disney, on l'a dit, c'est les contes, c'est les histoires de princesses, etc. Même si maintenant il y a eu des utopies, des mondes de Ralph, mais on est quand même sur des contes, sur des histoires. Là, Pixar prend vraiment des grosses thématiques qui parlent aux adultes et en font des films aussi réussis, de plus en plus profonds. Ouais, j'ai un peu fait mon monologue, je suis désolé, non, c'est ça. Non, mais... En fait, je savais pas si c'était une question dans ce que tu disais. Non, je présentais les films, mais on va pouvoir les approfondir alors un par un, alors si vous voulez. Commençons par Wall-E, peut-être qui est le premier de ces films dans les sorties. Wall-E, on pose le contexte environnemental. On est en 2000, alors j'ai plus la date, mais peut-être 2050 ou quoi. Quelque chose dans comme le chat, ça. si vous pouvez chercher Ouais, chez vous. peut-être. Là-haut et vice versa nous dit HP Nemeria. Ces films-là, comment ils peuvent toucher les adultes et à quel point c'est réussi ces thématiques et ces morales? Bah en fait à travers un film d'enfant on te remet la réalité de les gros problèmes auxquels il faut vraiment se poser des questions et se confronter en fait parce que c'est carrément possible. Donc je pense que c'est ça qui faisait un peu flipper de dire ah ouais ok on en arrive à ce stade là. Donc très beau mais voilà en fait à travers un super film d'enfant, ils arrivent à vraiment poser une question vraiment très importante sur nous, comment on consomme, sur comment ça peut arriver, qu'est-ce que nous on devient si jamais ça arrive. Très sympa. J'allais dire aussi, je trouve que visuellement en fait il est tout de suite aguicheur, parce que en fait la planète qui est complètement, il y a tout de suite l'énorme tour de déchets et ce que je trouve fort aussi c'est que donc on est attiré visuellement parce que au début du film ça parle pas, il n'y a pas de parole pendant super longtemps, il y a que Wall-E qui fait ses bruits et qui ne sait pas parler et en fait avec ça juste visuellement ils nous ont moi ils m'ont tout de suite pris. Embarqué, et encore une petite anecdote pour Wall-E où la scène justement où tu parles où il n'y a pas de parole, ils se sont inspirés des Charlie Chaplin. Ils ont vraiment étudié tous les Charlie Chaplin pour pouvoir en sortir les mêmes émotions en fait avec tout à fait, c'est ce qu'il fait parce qu'il aime beaucoup danser parce que c'est ce qu'il retrouve. La fameuse vidéo d'un film très connu d'ailleurs mais que je n'ai pas en tête où voilà ce fameux couple qui s'embrasse et qui danse et c'est vrai que c'est très très beau. Le deuxième, marquant parce que je pense que c'est un des openings les plus dingues de Pixar, c'est Là-haut. Ah ouais. Qui lui, quand on emmène, alors c'est un film pour enfants pareil,
je défie quiconque pas adulte lâcher sa de ne pas larme. lâcher sa larme Ouais. sur les 7-8 premières minutes du film où on retrace l'histoire du personnage principal, Frédéric comment c'est Russell. Non, Russell c'est le petit. Ah, Frédéric. C'est ça, Frédéric. Comment il s'appelle? Désolé. Le papy. Le papy de là-haut. Et c'est vrai que voilà, c'est des films qui direct embarquent aussi les adultes. Ouais. Et puis derrière, il y a vraiment vice-versa. Vice-versa. Et là, on est sur un film d'une énorme profondeur avec voilà, la philosophie. C'est un film qu'on nous montre, nous, dans nos cours. On a eu des cours voilà, sur le disque, la méthode, tous les cours de psychologie, etc. C'est vraiment un film qui est basé dessus et qui plaît. Lui, c'est une énorme claque quand on le regarde. Parce qu'on se dit, ah ouais, Pixar met encore la barre à un niveau où là, tu brainstormes dans ta tête pendant tout le film. Et tu vois à quel point c'est du génie. Enfin, quel est votre ressenti après avoir vu ce film-là? Moi, personnellement, je trouve, alors pour les enfants, c'est super parce que ça explique un peu comment gérer ses émotions. Enfin, pour quand on a des émotions, pour les enfants, c'est super. Et pour les adultes, ça apporte une profondeur. Enfin, je trouve que ça touche, comme on l'a dit, autant pour les petits que pour les grands, quoi. Ouais. Et c'est vraiment bien expliqué, avec beaucoup de couleurs. Le scénario est juste dingue. Enfin, vraiment, rien à dire sur ce film. Marcel? Alors je l'ai pas vu, mais quand même, j'ai vu le début, et on voit quand même, il y a aussi ce truc que les adultes comprennent les enfants, et les enfants comprennent les adultes, parce que les émotions de la petite réagissent autrement que les émotions des adultes, et du coup, ils essaient quand même de faire comprendre qu'on fonctionne pas pareil, à travers les âges, et tout ça, je trouve ça aussi cool. Toute la scène du dîner entre les émotions de l'homme, oui d'ailleurs ils sont tous moustachus, et puis les émotions de la femme, et quand ils font des eye contact pour comprendre, c'est très drôle. Alors c'est très cliché, mais c'est vraiment très très drôle. Et ce que je trouve dingue aussi avec Pixar, c'est, je sais pas si vous vous souvenez de la scène dans Vice Versa, mais quand le père essaye de faire manger des brocolis à la petite, donc elle aime pas ça. Et en fait, cette scène-là est adaptée dans chaque pays. Donc par exemple, je crois que c'est en Chine, c'est des poivrons, parce que c'est la crainte des enfants de manger des poivrons. Et pareil, sur tous les Pixar, il y a des adaptations dans chaque pays, je trouve ça vraiment dingue. Énorme, et souvent on l'invite à chaque fois. Elle nous sort des anecdotes que personne connaît qui sont incroyables. Ils sont obligés de C'est comme s'adapter. Zootopia, c'est ça? Ouais. Zootopia, l'animateur en Chine, c'est un koala. Non, en Australie, pardon, c'est un koala. Dans d'autres, au Japon, je crois que c'est un tigre. Enfin, c'est vraiment adapté et je trouve ça vraiment génial. En fonction de la culture de chaque comme pays. Coco aussi. Ouais. Coco, en mexicain, Coco ça veut dire l'aisselle, enfin la merde. Donc on a changé, on a mis, je sais plus exactement c'est quoi le titre, mais du coup ils ont dû le changer parce que c'était pas cohérent dans leur pays, quoi. Donc je trouve ça vraiment génial. Soul, plus récemment, lui, donc pareil, sorti sur Disney+. Un film donc du coup sur la mort aussi, sur aussi tout ce qu'il y a après la mort, mais encore plus poussé. Là on est vraiment dans un film très philosophique, moins adapté pour les enfants pour le coup, où on peut quand même y trouver du kiff quand on est enfant. Je trouve que, franchement je trouve que ça touche autant l'adulte que l'enfant, parce qu'ils ont une manière d'expliquer qui peut être compris par un enfant en fait. Que tant que c'est pas la mort qui sépare l'amour au final, et rien qu'avec la feuille qui s'allume parce que la personne pense à celle qui est décédée, je trouve que c'est compréhensible pour un enfant, quoi. Oui, c'est sûr. Oui, vas-y, non. Non, pardon, mais non, c'est juste pour confirmer, c'est sûr que voilà, avec des grands yeux, des petites couleurs, des formes, on peut faire traverser ce message plus facilement. Mais je le trouve quand même beaucoup plus adressé aux adultes, et qu'il est quand même très très philosophique ce film, et très lourd, parce que quand même dans ce film je le trouve même niveau couleur très sombre. Il est beaucoup moins gai, je trouve. Après c'est la thématique qu'il veut un peu, et il est justement moins gai, et justement quand Coco chante, c'est là où il y a toutes les couleurs du film, et je trouve ça vraiment bien le contraste. Quand on parle de la mort c'est très sombre, et au final quand Coco chante tout devient lumineux, quoi. Dans le chat, dites-nous si vous avez aimé Soul, parce que c'est un film qui a laissé parfois perplexe. Alors, il n'y a jamais vraiment de raté dans les Disney Pixar. Toi, tu l'as vu ou pas, Soul? Ouais, je l'ai vu, c'est un de mes préférés de tous les Pixar. Ah bah dis-nous pourquoi alors.
Ben, en fait, je trouve qu'on est tous à un moment une âme perdue et on a besoin que quelqu'un nous guide. Et je trouve que le film là, c'est exactement ça. Du coup, je sais plus comment s'appelle le personnage principal, c'est Saul. Je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est Joe. Joe. Et Joe. lui, c'est l'âme. Enfin, c'est lui l'âme perdue en fait au final parce que il sait pas où il va. Enfin, il veut devenir jazzman, mais il n'y arrive pas. Enfin, Et c'est cette petite âme qui l'accompagne, qui le guide en fait. Et j'ai trouvé ça, j'ai adoré. Le principe. Et puis même de comprendre en fait notre but dans la vie aussi, parce que lui, il est complètement déprimé, comme tu dis, et il cherche un peu sa voie, quoi. En fait, il se guide, il se trouve, il y a cette quête d'identité aussi. Donc ouais, c'est intéressant, mais beaucoup plus sombre que les autres. C'est des films, les Pixar, qui sont, on l'a dit au tout début, assez en avance sur leur temps, précurseurs dans l'animation, et qui surfent aussi sur les actualités, sur un peu comment le monde évolue, les tendances, voilà. On en a regroupé certains, donc on en a parlé de certains, mais il y a du coup Saul qui est dans un contexte afro-américain qui était difficile aux États-Unis il y a 2 ans, avec le mouvement Black Lives Matter et tout. Ce film-là sort au bon moment aussi, et arrive, alors même si c'est que le décor, hein, on est vraiment dans un autre, mais le décor il est attaqué, il y a énormément de détails, Enora. Mais c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que en plus c'est le premier Pixar qui est vraiment dédié à la communauté afro-américaine, et en fait on est plongé dans vraiment en fait ce qui est un peu leur quotidien, et c'est comme ça ils essaient de trouver un endroit vraiment qui pouvait correspondre en fait à cette communauté. Et c'est des barbershops, genre là où on les voit, ils rentrent et ils se retrouvent avec tous les autres personnes qui viennent se faire couper les cheveux. Et ça, c'est vraiment super, parce que quand on compare par rapport au premier Toy Story, où ils essayent de faire les cheveux, mais il n'y a pas beaucoup de détails, c'est pas très bien fait. Et c'est d'ailleurs, petite anecdote, pourquoi ils ont choisi de faire un premier film sur des jouets, parce que c'était plus facile de reproduire le côté plastique que le côté humain et tout ça. Ouais. Et là, en fait, c'est vraiment un film où on voit les différents types de cheveux. C'est magnifique, en fait. Je pense que ça a été un vrai défi pour Pixar de faire ce film, parce que c'est difficile de... Et sans que ce soit trop cliché. Voilà, c'est ça, exactement. Ils ont, même dans le reportage qu'on a vu, ils expliquaient bien que c'était difficile pour eux de faire plein de recherches et de pas se rater, quoi. Donc on a ce film-là, Soul, on a eu Rebelle aussi, sur l'émancipation féminine notamment. C'est un film que toi tu m'as montré l'année dernière, que tu avais vu et qui t'avait marqué aussi. Pourquoi il vous a marqué ce film-là ? Alors moi je le trouve juste très chouette, parce que c'est déjà, on met beaucoup plus en avant un personnage féminin qui veut en fait s'opposer à ce qu'on lui apprend, donc c'est-à-dire il faut apprendre à être une dame, obligée de se marier, parce que c'est son destin. Et en fait elle se retrouve confrontée avec sa mère à lui essayer de lui montrer que c'est la princesse c'est ça, et d'être courageuse et de faire des trucs de mec, ce qu'on te dit qui est viril, et de casser les codes, exactement. Et c'est assez drôle aussi dans les Pixar, c'est les Pixar voyagent dans le monde, même dans les époques, autour de ces thématiques, qui finalement sont des thématiques de maintenant, mais là c'est dans les pays scandinaves, chez les Vikings, dans cette période-là. Coco, on est au Mexique, Nemo, on est en Australie, Ratatouille, on est à Paris, Alerte Rouge, on est au Canada. On voyage à travers le monde avec ces Pixar-là, et puis on va chercher les sujets de société qui nous intéressent, notamment aussi Alerte Rouge, qui est le dernier, qui est d'ailleurs aussi le premier film Pixar réalisé par une femme, et entièrement par une femme. Donc là aussi, il y a laissé la place aux femmes là-dessus. Quelque chose, une cause qui est importante aussi pour Pixar. Alerte Rouge, on est aussi dans une époque où la fille devient une femme. On est dans cette période hormonale de la jeune adolescente qui est caractérisée par ce panda roux. Et Nora, ce film t'a plu Je pense que c'est celui que j'aime le moins de tous les films Pixar. Très très beau, mais alors d'une beauté esthétique, le décor, mais juste l'arrière-plan en fait, qui est vraiment... c'est bête, mais on voit juste un vase, mais qui a tous ces détails, et on se dit c'est juste un simple vase, quoi. Et en fait non, chaque détail est important. Mais du coup je pense que
pour le coup, là, il y a tellement de détails qu'on s'y perd un peu. Et en fait, je trouve qu'ils ont mélangé de différents styles qui collaient pas toujours, parce que ça paraît tellement réalistique. Réalistique, je suis pas du franglais là. Réaliste. Réalistique. Réaliste. En fait, on est là, notre cerveau en fait il est complètement perturbé par ce côté où on a l'impression qu'on est dans un monde réel et en même temps on est mélangé avec ce pandarou qui ne paraît pas du coup si réel. Mais très beau, mais moins touchant. Moi c'est même le thème, enfin pas le thème parce que le thème est important, mais plutôt le synopsis et l'histoire en fait, la quête qui pour moi est un peu... d'identité, ouais. Non mais la quête même, ce pourquoi le film est basé, c'est une jeune ado en crise d'adolescent qui veut à tout prix voir son concert du boys band et du coup qui va faire un caca nerveux et qui va chercher à gagner de l'argent pour voir absolument ce concert de boys band. Donc on est dans un truc qui à mon sens est un peu plus léger que ceux sur lesquels on s'était basé sur les derniers Saul, Luca, Coco et tout. C'est ça, en fait pour moi ça paraît pas être un vrai Pixar en fait. Ouais. Ça fait presque un film qu'on pourrait voir à la télé quand on est enfant, voilà, bon, ça colle très bien c'est quand même des thématiques voilà, qui sont super importantes parce que c'est vraiment un des premiers films où on parle vraiment de je pense ce que je veux, je fais ce que je veux et puis ouais en fait de prendre confiance et voilà aussi de s'adapter à ces crises, enfin c'est quand même très intéressant quoi. Ça peut parler vraiment aux jeunes filles qui en fait qui ont ces complications et puis et c'est ça qui est sympa. C'est que c'est donc le personnage principal, son groupe d'amis, pour une fois, c'est pas voilà la petite blanche aux cheveux blonds, c'est vraiment en fait il y a tout le monde et ça peut parler à tout le monde. Donc voilà, il y a le personnage, enfin il y a l'asiate, il y a l'indienne, enfin il y a un peu tout le monde, donc c'est très bien. Tu me fais la transition parfaite avec le prochain Pixar. On l'a vu dans le chat Asti Nasty Pasty, pardon, dans ce sens-là, qui nous parlait allez, est-ce que vous avez vu la bande-annonce de Buzz l'éclair, le prochain Pixar qui sort dans 2 mois, je crois au mois de juin. On a entendu cette semaine et c'est pas mal sorti, alors ça crée un espèce de buzz, bad buzz, mais ils en ont parlé autour de 2 personnages secondaires mais qui seront présents autour d'intrigues et qui vont échanger le premier bisou homosexuel de l'histoire des films d'animation. Donc du coup voilà, on a encore Pixar qui se pose là-dessus. D'abord ça avait été coupé au montage, ça risque d'être coupé au montage dans certains pays, notamment du côté de la Russie s'il y a encore des films qui sortent chez eux mais en tout cas en Chine ou quoi. Mais c'est vrai que en tout cas on a cette thématique maintenant LGBT. Est-ce que pour vous c'est la norme, c'est normal que le cinéma et notamment le cinéma d'animation évolue dans ce sens-là? Je pense que peut-être qu'il y a 10 ans on pouvait s'indigner des codes qui étaient brisés notamment dans Rebelle, avec peut-être que les mamans un peu plus âgées disaient mais comment on peut pousser un film d'animation avec des filles et en brisant ces codes-là. Là en 2022 c'est le thème LGBT qui est beaucoup présent maintenant, mais qui est adapté pour des films pour enfants. Alors sans entrer dans un débat, est-ce que ça vous gêne cette chose-là, mais en tout cas c'est une chose qui va apparaître. On n'est pas dans du bad buzz non plus, et puis voilà, en tout cas c'est une logique. C'est une logique pour vous que Pixar aille dans ce sens-là pour vous ou pas? Ouais, carrément. Je trouve ça très bien. Tant que c'est pas forcé, tant que c'est pas genre une scène qui est rajoutée juste pour ça. Enfin, il faut que ce soit naturel et que ça fasse du bien au film. Ouais. Si c'est juste forcé et mettre une scène parce qu'il faut mettre cette scène, je trouve que ça fait l'effet inverse de ce que ça doit faire et tout le monde va crier oh mais pourquoi ils ont mis cette scène. Je suis pas d'accord parce que faut pas en fait beaucoup Vas-y. de gens maintenant pensent que c'est un peu la base de devoir rajouter et de forcer ces scènes, mais je le vois pas comme forcer parce qu'en fait ça devrait être déjà normal. Oui. Parce que quand on voit une scène de baiser entre 2 hétéros, il y a pas de souci. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, ils l'ont mise parce que ça fait partie de la vie, mais en fait, on s'en fiche, c'est pas là le problème, c'est juste que ça devrait être normal et heureusement qu'ils le font parce qu'à un moment donné, faut évoluer avec son temps. Parce que je pense que ça peut aider, et c'est le but des Pixar, c'est de se retrouver dans ces films
Et si ça peut aider un petit garçon qui est perdu ou une petite fille qui peut-être, enfin voilà, peu importe le sujet ou quoi, mais que si ça puisse aider certains enfants qui sont complètement perdus, bah. Mais dans ce que disait Marcel, c'est plus dans comment tu crées la relation amoureuse homosexuelle plutôt que de la rajouter. C'est peut-être ça où en fait, non, nous ça nous dérange pas les bisous ou les histoires d'amour hétérosexuelles dans les films quand elles sont bien amenées. Tu vois, par exemple, on en parlait du Batman tout à l'heure en off, comme quoi l'histoire d'amour entre Catwoman et Batman, bien qu'elle soit hétéro, elle est amenée de manière assez comment dire, pas délicate mais mal faite en fait, parce que finalement elle apparaît comme un cheveu sur la soupe, et c'est ça qu'on n'a pas envie de voir avec une histoire d'amour homosexuel. Tant qu'elle a à l'assumer, autant l'assumer sur 1h30 de film, avec une construction, peut-être 2 personnages qui tombent amoureux, qui sont main dans la main, etc. Plutôt que de le poser à 1h25 du film avec un bisou parce qu'on a réussi la quête ou quoi, ce qui a déjà été vu dans des films. C'est pour ça que peut-être que Pixar justement le réussira super bien. J'aimerais qu'on finisse sur vos avis perso. Alors on va y avoir 2-3 jeux à la fin. On va notamment solliciter Sova sur les easter eggs présents dans les films Pixar. Mais pour finir un peu sur une note un peu plus légère, quel est le film qui vous a le plus touché de Pixar et pourquoi? Je vais te laisser commencer, Marcel. Bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est Nemo, Monstres et compagnie, mais ça je le sais. Et du coup, Nemo, c'est ma Madeleine de Proust, comme je disais avec mon père. C'est l'histoire d'amour entre un père-fils. Et moi, je suis un enfant. Quand j'étais petit, j'étais vraiment un enfant papa. Je faisais tout avec lui. Dès qu'il était en train de faire le mécano sur la voiture, je tenais ses outils et tout ça. Et du coup, c'est vraiment, je me suis retrouvé. Et en fait, de voir jusqu'à où Marin va pour Nemo, et ça m'a touché, et je voyais mon père qui travaillait dur, qui faisait des heures sup pour la famille parce qu'on est 5 enfants, et du coup c'était vraiment, Marin c'est le héros de Nemo et mon père c'était mon héros. Et du coup c'était vraiment ça quoi. Et après, le film est magnifique, il a plein de scènes super marrantes. On parlait de la scène par exemple avec le poisson avec la lumière, juste avant, Marin qui fait genre qu'il est la conscience de Dory, et la scène là elle est trop marrante, et encore maintenant elle me fait rire. Et c'est vraiment un tout. Les tortues qui sont incroyables aussi, à chaque fois que je vois la scène, je me tape une barre. Je me dis mais pourquoi ils ont mis ça dans un Pixar? Et tout, même tous les personnages de l'aquarium ont un caractère, que ça soit l'étoile de mer, le jaune, le gros qui gonfle, tous les personnages sont d'une justesse et t'as l'impression qu'ils sont tous approfondis. Et comme on le dit, en si peu de temps, mais chaque personnage, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment une âme qui dégage un truc particulier. Et je suis content que tu le cites, et c'est un vrai classique. Et Nora, toi, le film qui t'a le plus marqué, le plus touché même? C'est très dur parce que tous, mais je pense que c'est vraiment personnel, mais Monstres ici. Parce que pareil, petite fille comme vous, moi j'avais un peu la chambre similaire, encore moi c'était vraiment tout rose, mais vraiment très très rose jusqu'au plafond. Et en fait, je me rappelle dans mon lit de voir mes nounours dans le noir, et vraiment d'imaginer des formes mais horribles, et je pensais vraiment que c'était des monstres. Et donc franchement ça m'a vraiment trop touchée en fait de voir ça. Et d'avoir inversé en fait le rôle du monstre qui pense que nous on est des monstres, et puis c'est super drôle, vraiment il y a beaucoup d'humour, juste même par exemple quand il pense que t'as Bob qui la perd et qui se retrouve en cube, et en fait il y a juste l'œil qui sort du cube et il pense qu'elle est morte, et t'es là, il passe à des phases comme ça. Cette scène elle est trop drôle. Et là t'as Bob qui arrive, non pas c'est Sullivan qui la retrouve dans le cube, et t'as Bob qui arrive et qui fait mais je l'entends encore, alors qu'en fait elle est juste derrière. Ça c'est juste trop drôle. Et puis je pense que c'est le premier vraiment qui m'a vraiment fait pleurer à la fin, quand en fait ils sont obligés de se dire au revoir, et qu'en fait il lui reste juste un petit morceau de la porte avec cette petite fleur, et c'est très très beau. Sova? Ouais, c'est Toy Story. Toy Story? Ouais, c'est vraiment le film que je regardais tout le temps quand j'étais petite. Même là, je le regarde encore, il a pris aucune ride. Il a trop bien vieilli, et je me rappelle, ça m'avait rendu folle quand j'étais petite. Je me disais putain, mais mes jouets ils parlent quoi. Faut pas que je me tourne parce que sinon ils vont faire un truc bizarre. Vraiment, ça m'avait rendu folle, et
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'attends qu'une chose, c'est juste mon neveu qui prenne un peu plus en âge et qui comprenne vraiment l'histoire derrière pour lui montrer, parce que vraiment c'est mon film préféré. Ouais, moi j'avais adoré mais c'est toujours drôle. Et toujours, il y a toujours, tu vas pleurer et tu vas vraiment rigoler dans ces films-là. Ce que j'adore aussi dans Toy Story, c'est que on nous raconte une histoire, mais au final il y a 2 histoires, puisqu'il y a Andy qui joue avec ses jouets, et du coup il y a une autre histoire derrière. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai envie de la partager avec vous, mais la scène dans le 3, entre le Buzz l'éclair qui se met à parler espagnol et le Monsieur Patate qui devient une tortilla. Mais vraiment, il y a à chaque fois, il y a des trucs où c'est génial, même dans le 2, toute la scène, mais ça, c'est du plaisir pour les yeux, toute la scène où Woody se fait arracher le bras et il y a le petit vieux qui vient le recoudre, le pousser, le tousser, mais c'est de l'ASMR visuel, le truc t'es là, quand il passe c'est les trop apaisant coteaux sur les yeux et tout. Non, mais et à chaque fois le coup de pinceau, cette scène incroyable, très satisfaisant à regarder. c'est très satisfaisant. Même les musiques aussi. Les musiques, les émotions aussi, c'est incroyable. Moi, ça va être, alors au-delà de Ratatouille, mais je l'ai déjà bien raconté. Moi, récemment, c'est Luca. Luca qui se passe en Italie. Alors, moi, j'ai une grosse passion pour l'Italie. Mais Luca qui se passe en Italie, histoire d'amitié entre un monstre marin à qui on a toujours dit va pas à la surface, c'est dangereux. Et puis, ce monstre marin passe à la surface et va rencontrer un garçon qui s'avère être aussi un monstre marin, et ils vont tisser une histoire d'amitié ensemble. Donc c'est pareil, c'est aussi cette quête de aller au-delà des frontières que nous dressent nos parents aussi, et c'est vraiment une superbe histoire. Les personnages sont très drôles, toutes les scènes avec le chat qui comprend, en fait, le chat voit le monstre marin. Le chat, c'est le plus drôle. Parce que en fait, les monstres marins, quand ils deviennent à la surface, deviennent des petits garçons et ont une apparence de humains, et quand ils sont au contact de l'eau, redeviennent des monstres marins. Et il y a toute une scène où le chat voit à la rosée du matin, quand les garçons ont dormi à la belle étoile, des monstres marins. Et en fait, ils vont vite se transformer en humains, et tout le long du film, il y a des passages avec le chat qui fait des Scarface, et en fait, les gens comprennent pas pourquoi. Le film est magnifique, l'histoire est sublime. Moi aussi, j'ai lâché ma petite larmichette à la fin. Voilà, je vous spoilerai pas pour ceux qui l'ont pas vu. Mais vraiment, vraiment, ça c'est un film qui m'a marqué instantanément, Luca. Je l'ai maté tout seul, je l'ai remontré une 2e fois, je l'ai remonté une 3e fois, et toute ma famille l'a vu, je l'ai vu 4 fois ou 5 fois en un mois. Et après, tu te retrouves à dire tout le temps Santa Mozzarella. Santa Mozzarella. Dédicace à Brococo, qui a adoré ce film aussi. Si elle voit le replay notamment, mais ouais, vraiment Luca, masterclass de l'été dernier. On va passer du coup à la fin de cette émission avec une petite chronique de Sova sur les Easter eggs. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer, Sova? Déjà, c'est quoi le principe du Easter egg et comment il est utilisé chez Pixar? Alors en fait, Pixar, dans chaque film qu'il produit, il va y avoir en fait un indice qui va teaser sur le prochain film qui va sortir, ou bien des indices, comment dire, un peu des rappels d'objets qu'on a pu trouver dans les autres Pixar. Ouais. Par contre, la cam, ouais. Alors on va passer là-dessus, c'est pas grave, on va juste changer. Donc alors vas-y, mais c'est pas grave, on va se le rajouter après. Donc les Easter eggs, donc c'est en fait un peu ce qui est annoncé chez dans les prochains Pixar. C'est un film où il va y avoir un petit indice, et en fait on a beau chercher, quand tu vois un Pixar, tu vas pas forcément savoir si t'es pas encore au courant de ce qui va sortir. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool qu'on cherche un peu ensemble ce qui a pu être présent ou pas. Non, mais on est en train de régler le souci. Alors même si on est sur oui, mais on est en train de régler ça. Mais hein? Oui, mais on va la faire l'image. En attendant, on va essayer de rebondir en attendant sur les Easter eggs. Est-ce que vous en avez repéré dans les films un peu des points que vous avez vus dans les films et vous avez dit ça me fait penser à ce film-là? Et Nora? Bah tout à fait, dans le film qui m'a beaucoup touchée, Monstre ici, à la fin, quand Sullivan doit dire au revoir à Boo, y a la petite balle de Toy Story, la fameuse. Donc c'est touchant en fait, parce que
il y a toujours un fil continu et c'est très chouette. Très chouette, ouais. On y va ? Allez. Allez, lesquels tu vas nous présenter ? Le premier... Allez. Alors... Donc, Alors là, on voit... J'ai pas mes lunettes. Alors, je sais pas, vous avez reconnu, c'est dans Ratatouille. Ouais. Et, Ah oui, Pourquoi cette scène du slip ? Je viens Ouais, enfin de le voir. on va remettre un peu dans le contexte, c'est quand Linguini se rend compte que Laura a un super pouvoir de faire de la cuisine. Du coup, il arrive dans les cuisines et il se dit où est-ce que je vais le cacher. Ouais. Donc là, il ouvre son pantalon et on voit le caleçon. Et en fait, c'est le caleçon de Indestructible. Ok. Donc petit easter egg que j'ai trouvé ça hyper sympa. Trop chouette. Très bien. On passe au prochain. Là, on est dans Monstres et compagnie. Là, Voilà. je pense que vous l'avez Vous reconnu. l'avez ? Mais je vois pas. Nora. Faut vraiment que je prenne mes lunettes. Je vois pas ce que c'est. Mes lunettes. Marcel, tu l'as ? Non, je. Tu l'as pas ? Ah oui. En fait, c'est le papier peint, je crois, Ouais. de Toy Story. Voilà, d'Andy, avec le petit nuage. Ah et le oui, fond exact. bleu. Ah oui. Oui. Et c'est dans Monstres et compagnie, du coup, on retrouve ce passage quand le petit bonhomme rouge, là, je sais plus comment il s'appelle, il vous montre les pouvoirs du caméléon. du ouais, caméléon. Et du coup, qui se cache Ouais, dedans. exactement. Ah oui, on est complètement coupé, mais c'est pas grave. Ok, on passe au prochain. Alors là, Lui, franchement, je trouve que... l'ombre, il est très Bah drôle ouais, celui-là. il est Mais très l'ombre, subtil. c'est le chien dans là-haut. Ouais, Ouais. c'est ça. Et du coup, là-haut, il n'était pas encore sorti. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Et c'est dans qu'il- quel film? Parce que je vois pas Ratatouille. où on est là. Ok. C'est quand il est quand il se balade dans les toits Ouais. parisiens où du coup il tombe dans, S'il y a Régis, il peut balancer mes lunettes. dans un appartement où il y a un chien qui aboie et en fait c'est le chien du coup qu'on va retrouver dans la haut. Qui sort l'année d'après, donc Ouais. là vraiment un vrai easter egg. On continue. Alors là, peut-être vous allez reconnaître le film, en tout cas l'easter egg est assez évident. Ouais. C'est dans Monstres et compagnie quand il y a Boo qui arrive au restaurant et du coup derrière on voit Nemo. Voilà, petit easter egg de Nemo. Et enfin, Pareil encore dans Nemo, dans la salle d'attente du dentiste où on voit, alors là vas-y zoome-le, enlève-nous parce qu'il faut vraiment le voir. où on voit Buzz l'éclair. On voit Buzz éclair Ah dans, du coup ouais, dans Nemo. Ouais, dans Nemo. Ah il l'avait pas vu, il a été fan de... Et en C'est- fait, on le voit de l'aquarium où je crois que c'est l'étoile qui dit elle est arrivée, la petite du dentiste, et du coup, il y a un easter egg avec Buzz avec l'éclair. Buzz l'éclair. Nickel, merci beaucoup Sova. On va passer du coup à la dernière thématique, à ce dernier quiz pour voir si vous êtes calés sur Pixar. Donc vous allez jouer avec nous dans le chat évidemment et puis tous les trois en plateau. Je récupère ça tout de suite et on est parti. Première question. C'est des questions à choix multiples. Quel est le second long métrage Pixar après Toy Story? Mille et une pattes. Ouais, mille et une pattes. Mille et une pattes, même pas besoin, Ouais, ça... Mille et une pattes. Mille et une pattes qui est effectivement le deuxième film. On n'en a pas parlé. Non. On peut s'y attarder quand même sur Mille et une pattes. Mille et une pattes. Mille et une pattes, s'il vous plaît. Qui est, du coup sort en 98, je crois, 3 ans après Toy Story. Et qui est alors lui aussi une animation qui a maintenant un peu difficile à regarder. Mais moi on l'a regardé 2 fois cette année. Et il est encore très bien, l'histoire est trop chouette. Parle-nous-en de ce film, Marcel. Je me souviendrai tout le temps de la chenille allemande. parce que c'est bien foutu de ma gueule pour ça. Et d'ailleurs, la coccinelle qui s'appelle Marcel. Ah ouais, ouais. Mais ouais, il est trop bien, il est trop marrant. Il est un peu bizarre quand Ouais, même. il est bizarre. Il est bizarre, mais bizarrement tu aimes bien. Mais il fait un peu peur quand même. Hein. À la fin, enfin même les sauterelles et tout quand elles débarquent, c'est un peu flippant quand même. Ah, les sauterelles sont des méchants qui C'est font horrible. peur pour le coup. Ouais. Ouais. Pour le coup, ouais. Deuxième question. Dans Mille et une pattes, justement, qu'est-ce qui rend dingue Marcel la coccinelle? Marcel 1. Qu'on le prenne pour une fille. Ouais. Pour le prendre pour une fille, ouais. 2. Qu'on C'est attaque ça. son pote Phil. 3. Les fourmis scouts. Ou la pluie en juillet. La première. Prennent pour La les première, filles. qu'on le prenne pour Ouais, une ouais. fille. Avec les scènes notamment face aux mouches. Trop facile. Ouais. Et puis Très ouais, bien. quand elle est dans le cirque tout habillée comme une fille. Troisième question. Dans Toy Story 2, c'est en voulant secourir quel jouet que Woody se retrouve dans le vide-grenier? Le Le pingouin. pingouin. Le pingouin qui Comment s'appelle ça Siffly. Siffly, incollable. Je savais pas comment il s'appelait.
Une heure de retard, tranquille. Qui est-ce qui vient de nous rejoindre? Brococo. Oh, Brococo, t'es en retard. On t'a déplacé une dédicace pour le film Luca, quand même. Avec tout ce que tu m'as répété cette année, avec les Santa Mozzarella, etc. Ouais. Mais tu joues avec nous dans le chat. Laissez peut-être un peu plus de temps au chat. Laissez-moi défiler les 4, et puis ensuite vous avez le droit de buzzer, ok? Dans Cars. Bah, tapez vite. Luigi, dans Cars. Luigi, tout le monde voit qui c'est. C'est italien. Ouais. C'est bon. Oui, après, ouais. Luigi n'aime que les Porsche, les Audi, les Ferrari ou les Maserati. Vous avez la réponse? Oui, je pense. Les Ferrari. Ouais. Les Ferrari. J'ai un peu spoil, pardon. J'ai pas entendu. Dans Là-haut, qu'est-ce que demande Monsieur Fredriksen à Russell pour que celui-ci le laisse tranquille? 1. D'aller voir s'il n'habite pas 2 rues plus bas. 2. D'aller attraper le dabou qui mange ses fleurs. 3. De gonfler tous les ballons qui permettront de faire voler la maison. Ou 4. De lui réparer sa boîte aux lettres. Réponse B. Le grand dabou, chercher le grand dabou. Chercher le dabou, attraper le dabou. Oui, si. Ouais. T'allais chercher parce qu'il lui dit il y a un animal, machin, il lui dit la description du truc. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est pas le grand dabou, hein. C'est pas ça. Le dabou? Non. D'attraper le dabou. Ils vont aux chutes parce qu'ils veulent voir le grand dabou, mais c'est pas le grand dabou qui te demande à attraper, je crois. Il demande et en gros il lui dit il lui dit j'ai trouvé le dabou, justement, il dit j'ai trouvé le dabou. Il lui demande d'aller chercher un animal, qui pense qu'il n'existe pas, mais en fait qui existe du coup. Alors Brococo, je la cite avec ton accent. Les gringalets, dans ton genre, je les mange au petit déjeuner, je les trempe dans mon chocolaté. Ensuite, prochaine question. Dans Vice Versa, quelle émotion est la première à faire son apparition dans la tête de Riley? La joie. Incollable, Lenora. Tristesse, joie, dégoût, colère, effectivement, c'était la joie. Quel est le nom de la ville où vivent les monstres dans Monstres et compagnie? Ouais. Très bien. C'est ça. Hein, c'est ça. Allez. Ciao. Nickel. Monstropolis, il y avait Agorapolis, Kizopolis, Bigopolis, mais c'est évidemment Monstropolis, nous crie Lil Brooks. Pourquoi Toy Story a-t-il marqué l'histoire du cinéma? C'est le premier film réalisé par ordinateur, c'est le premier film produit par Steve Jobs, c'est le premier film réalisé en motion capture, ou c'est le premier film d'animation à ne pas être une comédie musicale? La première? Avec C'est le premier film réalisé par ordinateur, effectivement. Et bien vous avez bien bossé. Hein, c'est trop bien. Quel est l'animal de compagnie de Wall-E? Un cafard. Oui. Ça fait tellement longtemps, je me rappelle plus. Un moineau, un rat. Si, parce qu'à chaque fois il passait dans le cou et tout, et je faisais... Dans Vice Versa, quel est le sport préféré de Riley? Ok. Putain, j'étais en train de me dire c'est qui Riley? Le tennis, le hockey ou le volleyball? Le volleyball, allez, soyons fous, parlons français, anglais. Quel est le code qui dit qu'un monstre a une chaussette d'enfant sur une partie de son corps? Quel monstre? Je l'ai en allemand, je l'ai pas en français. Attends, c'est quoi? Alors ça donne quoi en allemand? Contaminierungsalarm. J'ai pas compris la question. C'est l'animé. Quel est le code qui dit qui dit qu'un monstre a une chaussette d'enfant dans une... C'est dur ça. Alors, première question. 48-63 118-218 ou 23-19? 23-19. Non, 48. Moi je pensais 48. 23-19. Ah putain, ouais. On a 23-19. Hein. Je veux le réentendre en allemand. Non, c'est une fois qu'ils sont contaminés, il y a les mecs en costume là qui arrivent dans leur truc anti-Covid, et ils gueulent Contaminierungsalarm et il y a tout le monde qui saute. Enfin, ça m'a fait Contaminierungsalarm. Dans Coco, dernière question. De quelle couleur sont les pétales de fleurs disposés sur le sol pour permettre aux ancêtres de circuler dans le monde des vivants? Quelle couleur? Bleu, violet ou orange? Orange. Ah, orange. Effectivement, c'est orange. Ouais. Merci à vous trois pour cette belle émission. J'espère que vous aurez appris plein de choses, notamment grâce aux super anecdotes de Sylvain, et que vous avez pu, le temps d'une heure,
voyager dans l'univers Pixar et peut-être vous donner envie de vous faire tous les classiques. Merci à Marcel pour d'être venu, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à toi Enora. Merci à toute la régie, à Mamour et Kylian que vous avez vu qui ont fait les micro-trottoirs, à Majdeline, Lily et Alex qui ont géré d'une main de maître cette régie tout au long de l'émission. Passez une très bonne soirée et puis ciao.